Bonsoir à tous et merci d'être à l'écoute de Sen Radio. C'est confirmé, le Sénégal fait face à son premier cas de coronavirus. Le patient, un Français marié et père de 2 enfants, est rentré de France le 26 février. Il est mis en quarantaine au service des maladies infectieuses de l'hôpital Fann. Le dispositif de surveillance et de riposte au Covid-19 est donc renforcé avec un vaste plan pour un budget prévisionnel de plus d'1,440 milliard de francs CFA. Les populations sont invitées à la sérénité au respect strict des mesures de prévention. Politique, les proches du ministre Amadou Ba dénoncent et s'indignent de ce qu'ils qualifient de complot orchestré pour la liquidation politique de leur mentor. La supposée destitution du ministre des Affaires étrangères de la coordination de l'APR des Parcelles Assainies n'est que calomnie, un coup monté par certains responsables apéristes, tapis dans l'ombre selon l'adjoint au maire des Parcelles Assainies. Une guéguerre qui risque de porter un coup dur au parti présidentiel, selon l'enseignant-chercheur en sciences politiques, Dr Maurice Soudjek John. La forte urbanisation menace la zone des Niayes. On note une raréfaction des terres agricoles. L'association des unions maraîchères des Niayes tire la sonnette d'alarme pour sauver l'agriculture. L'union préconise le diagnostic de la problématique foncière dans cette zone. La page des sports et le journal de l'économie vont compléter cette édition mise en onde par Pape Laye. Premier cas de coronavirus confirmé au Sénégal par l'Institut Pasteur de Dakar. Il s'agit d'un Français résidant au Sénégal depuis 2 ans avec son épouse et ses 2 enfants. Après un séjour passé en France du 19 au 25 février, il est arrivé le 26 février au Sénégal. Il est actuellement mis en quarantaine au service des maladies infectieuses et tropicales de l'hôpital Fann. Les précisions du ministre de la Santé et de l'Action sociale Abdoulaye Diouf Sarr avec Amadou Moustapha Dia. Il s'agit d'une procédure que le pays est obligé, bien entendu, de suivre dans le cadre de la transparence, mais aussi dans le cadre de la bonne information aux populations et surtout pour une meilleure maîtrise de l'information par le système de santé. Le vendredi 28 février 2020, la cellule d'alerte du ministère de la Santé et de l'Action sociale a été contactée par une structure médicale privée de la place au sujet d'un patient de nationalité française reçu en consultation et présentant une fièvre de 39 degrés, un mal de gorge et des maux de tête. Sur la base de ce tableau clinique répondant à la définition de cas, une équipe s'est immédiatement rendue sur les lieux pour pousser les investigations et effectuer les prélèvements. Il s'agit d'un patient de nationalité française, marié et père de 2 enfants, qui vit au Sénégal avec sa famille depuis plus de 2 ans. Il a séjourné en France, précisément à Nîmes et à la station de ski de la région d'Auvergne-Rhône-Alpes, dans la période du 19 au 25 février 2020. Il est arrivé au Sénégal le 26 février 2020 après ses vacances. Le patient est actuellement mis en quarantaine au centre de traitement du service des maladies infectieuses et tropicales de l'hôpital Fann. Les résultats des tests effectués par l'Institut Pasteur de Dakar se sont avérés positifs. À ce jour, l'état du patient ne suscite aucune inquiétude majeure. Ainsi, le dispositif de surveillance et de riposte au Covid-19 est renforcé et tous les moyens sont mis en œuvre pour circonscrire la maladie. Il s'agit bien sûr de la gestion des cas contacts, particulièrement de ses 2 enfants et de son épouse. L'Organisation mondiale de la santé a été conformément au règlement sanitaire international. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale appelle l'ensemble de la population à la sérénité et au respect strict des mesures de prévention recommandées. Je sais que nous pouvons parfaitement faire confiance à notre système de santé pour la maîtrise de toute la situation. Les propos du ministre de la Santé Abdoulaye Diouf Sarr. Il se prononçait à l'occasion d'une conférence de presse tenue cet après-midi concernant le premier cas de coronavirus confirmé au Sénégal par l'Institut Pasteur de Dakar. Il s'agit d'un Français résidant au Sénégal depuis 2 ans avec son épouse et ses 2 enfants. Après un séjour passé en France du 19 au 25 février, il est arrivé le 26 février au Sénégal. Il est actuellement mis en quarantaine au service des maladies infectieuses et tropicales de l'hôpital Fann. Un
plan de riposte est mis en œuvre. Tous les moyens nécessaires seront mis en œuvre. La capacité de surveillance et de prise en charge accrue. Outre Fann, 3 autres hôpitaux en préparation. Le Sénégal est prêt à faire face au Covid-19, dit le chef de l'État. Le président Sall a présidé un conseil présidentiel ce lundi au Palais, compte rendu Isegnan. Face à l'ampleur du Covid-19, le président Macky Sall a pris un ton ferme pour donner les instructions pour la mise en œuvre du plan de riposte. Vaste plan qui met en synergie tous les services de l'État pour un budget prévisionnel de plus d'1,440 milliard susceptible d'évoluer selon la situation. Et le chef de l'État d'insister sur la nécessité de dégager tous les moyens nécessaires face à cette situation d'urgence. En effet, plusieurs structures ont déploré l'insuffisance des moyens, le déficit de personnel et les lourdeurs administratives. L'alerte maximale déclenchée, des mesures pour contrôler et sensibiliser sont accrues. Le contrôle est systématique à l'aéroport Blaise Diagne, peu importe le pays de départ. D'ailleurs, 300 passagers sont suivis jusque dans les régions les plus reculées. Pour la surveillance, l'isolement et la prise en charge, l'hôpital de Fann est opérationnel. L'hôpital principal de Dakar, l'hôpital général Idriss Pouye et l'hôpital Le Dantec sont en préparation pour être aux normes. La pharmacie nationale d'approvisionnement, elle, affirme que les produits essentiels sont disponibles, notamment les produits de routine. L'armée, les forces de défense et de sécurité en alerte. Le gouvernement va évaluer les risques avant de prendre des mesures idoines au cas par cas. Le président Macky Sall annonce d'ailleurs que les missions de l'État sont réduites au strict minimum, mais il se veut rassurant, le Sénégal est prêt à faire face. Isegnan, au cours des dernières 24 heures, il y a eu près de 9 fois plus de cas de Covid-19 signalés en dehors de la Chine qu'en Chine. Une déclaration du directeur de l'OMS en conférence de presse ce lundi. En Tunisie, le ministère de la Santé a annoncé ce lundi 2 mars qu'un quadragénaire tunisien rentré de jeudi 27 février d'Italie est porteur du virus. Il a été mis à l'isolement. Les personnes qui ont voyagé sur le même bateau doivent désormais être dépistées. Les autorités sanitaires annoncent être en lien quotidien avec plusieurs centaines de personnes de retour de zones touchées. En Égypte, un nouveau cas de coronavirus a été également signalé. Il s'agit du second recensé dans ce pays, selon le ministère de la Santé. Le 14 février, les autorités avaient rapporté un premier cas dans ce pays de 100 millions d'habitants, qui était aussi le premier annoncé sur le continent africain. La personne avait été déclarée guérie le 27 février. Sud FM, l'info, c'est ici. Parlons politique à présent avec la supposée destitution de Amadou Ba de la coordination de l'APR des Parcelles Assainies. Les proches du ministre des Affaires étrangères réagissent, parlent de complots orchestrés sur le dos de leur coordonnateur et accusent ce qu'ils appellent des irresponsables encagoulés animés par la ville de Dakar. L'adjoint au maire des Parcelles Assainies, Lamine Diagne, se veut clair. La destitution ne peut être actée que par le chef de parti Macky Sall. Amadou Ba restait demeure le coordonnateur de l'APR aux Parcelles Assainies. Lamine Diagne réagit ici au micro de El Hadj Moussa Thiam. Ce qui s'est passé aux Parcelles Assainies n'était que du tapage médiatique, rien que des calomnies et du saupoudrage émaillé leurs propos. Il faut préciser que le ministre Amadou Ba symbolise la fidélité et la loyauté envers le président de la République. Hier, c'est un coup monté et orchestré par certains responsables de l'affaire tapis dans l'ombre. Je voudrais préciser à cet effet que la destitution de Amadou Ba de ce poste revient à celui qui l'a nommé, en l'occurrence son Excellence Monsieur le Président de la République. Et dire que Amadou Ba travaille pour son propre compte, c'est quelque chose de faux. Ils ne pourront jamais apporter des preuves. Ils ont oublié que Amadou Ba a gagné les élections référendaires au niveau des parcelles. Ils ont oublié que Amadou Ba a gagné les élections législatives au niveau des parcelles. Ils ont oublié que Amadou Ba a gagné les élections présidentielles au niveau des parcelles et pour le compte du Président de la République. Il faut que les gens arrêtent. Il faut qu'ils cessent d'envenimer la situation. Il faut qu'ils cessent de faire des complots au sommet de l'État. Et aujourd'hui, nous, les Parcelles Assainies, nous demeurons et resterons toujours fidèles à Amadou Ba et à son Excellence Monsieur le Président de la République. Aujourd'hui, ce qui s'est passé, c'est une honte. Des responsables dire que Amadou Ba, ça c'est une honte. Et que nous dirons à Macky Sall de faire arrêter ces responsables-là, car ils sont en train de polluer l'atmosphère politique au niveau des Parcelles Assainies. Nous disons non et nous resterons toujours fidèles.
Des querelles de positionnement et de leadership minent le parti APR aux Parcelles Assainies et c'est le ministre Amadou Ba qui est souvent accusé d'avoir des ambitions de succéder au président Sall qui est indexé. Cette guéguerre risque de porter un coup dur au parti présidentiel. C'est l'avis du docteur Maurice Soudieck-John, enseignant-chercheur en sciences politiques à l'UGB. Il est joint par Ndeye Marième Ndiaye. C'est des contradictions qui renvoient à la problématique de la succession politique et à une succession politique problématique. Vous voyez bien qu'il y a une constante qui est le rejet de toute forme de dualité au sommet et une construction du régime autour d'un pouvoir présidentiel fort et centralisé. Vous avez pu remarquer qu'il y a eu un évincement de tout ce qui était soupçonné d'avoir des velléités de concurrencer le leadership du président Sall, Alioune Badara Cissé, qui a été ministre des Affaires étrangères, Madame Aminata Touré, qui a été Premier ministre, notamment avant qu'elle ne revienne aux affaires. Aujourd'hui, c'est le ministre Amadou Ba qui est accusé, stigmatisé. Il a eu à diriger la coalition Benno Bokk Yakaar à Dakar lors des législatives de 2017 et a participé à la victoire à la présidentielle de 2019. Donc aujourd'hui, c'est celui qui est désigné comme étant l'homme dont les ambitions réelles ou supposées gênent le président Macky Sall. Son ministère, qui est le ministère de l'économie et des finances, a été scindé en deux, finances et budget, économie, plan et coopération. Au ministère des Affaires étrangères également, il est pratiquement invisible, noyé par le président, alors qu'on avait l'habitude d'avoir des ministres des Affaires étrangères présents, médiatisés. Et aujourd'hui, le président est sur tous les fronts. Il a supprimé le poste de Premier ministre. Le ministre des Affaires étrangères est éclipsé. En plus, s'il doit y avoir des accusations de complot réel ou imaginaire, je crois que ces conditions-là créent un climat délétère qui est impropice au travail, d'autant plus que le président a répondu de façon ambiguë à la question de la troisième candidature et par ni oui ni non, et c'est peut-être cette réponse qui suscite toutes ces supputations autour de la question. Le ministère de la Microfinance et de l'Économie sociale et solidaire dévoile sa lettre de politique sectorielle de développement pour la période 2020-2024. Un budget de 127 milliards de francs CFA sera nécessaire pour l'élaboration des différents programmes prévus sur toute cette durée. Le cadre du budget programme désormais de mise dans tous les ministères, celui de la microfinance n'entend pas être en reste. Un atelier de validation technique de la lettre de politique sectorielle de développement de la microfinance et de l'économie sociale et solidaire s'est tenu ce lundi à Fatou Bari. Depuis le 1er janvier 2020, le budget programme est en vigueur conformément aux principes de la loi organique relative aux lois des finances. C'est en ce sens que le ministère de la microfinance et de l'économie sociale et solidaire a présenté sa lettre de politique sectorielle 2020-2024. Zahra Iyane Thiam est à la tête du ministère. De budget moyen, nous passons à des budgets de programme avec des orientations clairement définies qui sont déclinées en action et en activité. Il nous faut, si nous voulons être efficients, partir d'un référentiel sur une durée. Près de 127 milliards de nos francs CFA seront dégagés pour couvrir toute cette période et pour arriver à des résultats probants, une concertation avec les différents acteurs est nécessaire de l'avis de la ministre. Nous avons fait des tournées au niveau des différentes régions pour recueillir l'avis des bénéficiaires et des acteurs qui sont autour de ces secteurs-là. Et aujourd'hui, nous nous retrouvons en pré-validation technique. Le secteur de la microfinance et de l'économie sociale et solidaire recouvre différents domaines et donc différents profils, d'où la nécessité d'harmoniser les règles juridiques. Aujourd'hui, vous pouvez voir des acteurs de l'économie sociale solidaire, mais qui ne le sont pas formellement. Donc, comment est-ce qu'il faut arriver à cela? Comment est-ce qu'il nous faut arriver à l'élaboration de la loi d'orientation de l'économie sociale solidaire? Quels sont les moyens qu'il faut pour justement atteindre tous ces objectifs dont on peut dire de manière globale, c'est pour promouvoir l'économie sociale solidaire, mais c'est pour également renforcer le développement du secteur de la microfinance. C'est ce qui est contenu dans le document.
Le ministère de la microfinance prône ainsi l'encadrement et la régularisation du secteur, ceci pour assurer à tous un accès durable aux services financiers et non financiers. Les terres agricoles, notamment dans la zone des Niayes, se raréfient et cela constitue une menace pour l'agriculture, moteur de la croissance. L'alerte du coordonnateur de l'association des unions maraîchères des Niayes, Mamadou Ndiaye, dénonce l'urbanisation et l'installation des sociétés minières, et notamment dans la zone des Niayes. Il prône le diagnostic de la problématique foncière dans cette zone. Rapsa Elimanouane. Dans la zone des Niayes, un constat s'impose. Les terres se raréfient, comme le confirme le coordonnateur de l'association des unions maraîchères des Niayes, Mamadou Ndiaye, qui dénonce entre autres la forte urbanisation. Aujourd'hui, les terres se font très rares dans la zone des Niayes, parce que la zone des Niayes, du point de vue économique, nous savons qu'aujourd'hui c'est une zone presque dominante culture maraîchère, mais aussi culture fruitière. C'est à ce titre que donc la zone des Niayes aujourd'hui est presque une zone très convoitisée par beaucoup d'acteurs. Nous avons noté aujourd'hui au niveau de la production agricole, seulement les producteurs sont en train de faire une extension de leurs parcelles, mais en plus de ces extensions des producteurs, il y a aussi une forte urbanisation et d'une manière anarchique qui est en train de s'imposer du côté de la région de Dakar. Donc là, on a perdu complètement des terres agricoles qui sont très importantes pour améliorer notre productivité et assurer notre sécurité alimentaire. La région de Thiès aujourd'hui est en train de subir la menace de l'implantation des sociétés minières, les ICS, GCO. Il tire la sonnette d'alarme. Le problème que ça va poser, c'est que les terres agricoles vont disparaître, et quand les terres agricoles vont disparaître, donc les producteurs et le Sénégal d'ailleurs, tout le monde va y perdre, parce que nous ne pourrons plus produire, mais aussi les Sénégalais n'auront plus de légumes frais. Selon le coordonnateur de l'AIUMEN, il faut impérativement le diagnostic de la problématique foncière dans cette zone pour sauver l'agriculture. Notamment les différentes contraintes et les défis. Recenser les positions des différentes catégories d'acteurs concernés. Ensuite, passer en revue les différentes initiatives et les données antérieures de concertation et d'harmonisation sur les questions foncières. Parce que toutes les affectations qui se font en général, c'est non concerté. Et il faut aujourd'hui faire en sorte que toutes les affectations soient des affectations concertées avec les populations locales, mais aussi avec les institutions locales. Ça ne ferait que faire gagner tout le monde. D'après le coordonnateur de l'association des unions maraîchères des Niayes, il faut impérativement préserver cette zone économiquement et socialement, car selon lui, 60% des légumes proviennent de cette zone et 80% de l'exportation du Sénégal en fruits et légumes également. Rapsa Elimanouane, que recouvrent les notions de domaine public et privé de l'État. La réponse avec l'inspecteur des impôts et domaines en charge du bureau des études des projets et réformes de la direction des domaines, Mamadou Ansal, est joint par Rapsa Elimanouane. En fait, le domaine public est opposé au domaine privé, mais c'est deux composantes du domaine de l'État, qu'on appelle le domaine de l'État. Parce que l'article 1er de la loi 76-66 du Code du domaine de l'État pose comme principe que le domaine de l'État comprend à la fois le domaine public et le domaine privé. Le domaine public s'entend des biens qui ne sont pas susceptibles d'appropriation privée. Il y a le domaine public naturel, le domaine public artificiel, la mer, les cours d'eau navigables, non navigables, le domaine public artificiel, les routes, les ports, les ouvrages, tout ce qui n'est pas susceptible d'appropriation privée. Par contre, l'État a son domaine privé à lui, qui s'entend des droits mobiliers et immobiliers qui lui appartiennent. Les terres du domaine privé de l'État, tout comme par exemple les véhicules AD que vous voyez, font partie du domaine privé de l'État. Donc, en résumé... Qu'est-ce qui le distingue justement du domaine privé, je veux dire des citoyens? En fait, en réalité, on ne considère pas la domanialité privée des citoyens. Donc, le domaine privé s'entend du domaine privé de l'État. Maintenant, les citoyens ont des droits qui leur sont concédés, qui peuvent aller jusqu'au titre foncier, donc la pleine propriété. Ces droits-là peuvent être également, de la même manière qu'on considère l'État comme une personne, on peut considérer également le citoyen comme une personne qui peut mettre son bien dans le commerce juridique. Donc ici, on considère l'État comme une personne, du citoyen une autre personne. Les deux ont la possibilité d'obtenir des biens et de les mettre dans le commerce juridique, d'aller jusqu'à la pleine propriété, de faire tout ce qu'ils veulent, d'en disposer, d'en jouir, de donner, voilà, donc de poser des actes de disposition. Notre reportage du jour porte sur les embouteillages. Cet encombrement de la circulation réduisant la mobilité des véhicules sur la voie est devenu insupportable chez les usagers. Un véritable calvaire, c'est ce que vivent les Dakarois. D'autres sont obligés de déménager pour être plus proches de leur lieu de travail. Chez les conducteurs de taxi, c'est infernal. La situation actuelle et leurs chiffres d'affaires sont revus à la baisse. Malgré les gros efforts fournis par l'État du Sénégal pour régler ce problème, ils sont loin d'être suffisants.
accidents. Un reportage de Fatoumata Diallo. Les embouteillages, cet encombrement de la circulation réduisant la vitesse des véhicules sur la voie, est devenu insupportable chez les usagers. En effet, une situation infernale que vivent les Dakarois. Professeur dans un institut de la place, à cause de ces embouteillages, M. Ndao est obligé de déménager afin d'arriver à l'heure à son lieu de travail. En fait, je quittais vers Banlieue, mais j'étais obligé de me déménager vers ce parage-là à cause des embouteillages. Voilà qui nous retarde. À la place de 20 minutes, on fait 1 heure de temps quand même pour arriver à destination. Parce que maintenant, je me réveille un peu plus tôt, je quitte à la maison un peu plus tôt que d'habitude. Résident à Thiaroye Azur, Pape Ndiaye se lève à 5 heures du matin pour ne pas arriver en retard. Et le coût du transport, n'en parlons même pas. Les embouteillages, ça commence depuis à l'entrée de Pékin jusqu'à Padoua. Pour arriver, vraiment c'est dur. Chaque jour, je me réveille à 5 heures du matin pour venir travailler à 8h ou 8h30 pour le transport. Je prends le Dakar Demtik ou les Tata de 77 chaque fois. Trouvé en pleine circulation, ce taximan fustige ses embouteillages, mais également leurs chiffres d'affaires sont revus à la baisse. La construction d'autoponts est l'une des causes qui explique ces embouteillages, soutiennent nos interlocuteurs. Ainsi, l'État du Sénégal fait de gros efforts pour régler le problème de la mobilité urbaine, mais qui sont loin d'être suffisants. Sport, parlons de tennis pour finir pour cette page des sports avec la qualification d'Ibrahima Diaw aux Jeux Olympiques Tokyo. La Fédération sénégalaise de tennis de table sollicite l'aide de l'État pour bien préparer Ibrahima Diaw, le seul Sénégalais qualifié de la discipline pour les Jeux Olympiques. Voici le président de la Fédération sénégalaise de tennis de table, Pape Antchoumane Diagne. Notre joueur Ibrahima Diaw, numéro 1 sénégalais, s'est qualifié brillamment pour les JO de Tokyo. Effectivement, maintenant, il s'agit de voir comment assurer une très bonne préparation. Il bénéficie d'une bourse déjà olympique, ça c'est d'un. Mais nous souhaiterons également que l'État du Sénégal nous accompagne pour pouvoir avoir des résultats. Je pense que c'est un professionnel et il s'organise en conséquence pour être au top le jour J. Mais il a besoin effectivement d'un bon encadrement, il a besoin d'être soutenu par l'État du Sénégal et je pense que nous comptons beaucoup sur l'appui du ministère et du CONOS. C'est le seul pongiste sénégalais. C'était donc les propos de Pape Antchoumane Diagne qui sollicite l'aide de l'État pour bien préparer Ibrahima Diaw, le seul Sénégalais qualifié de la discipline pour les Jeux Olympiques. Et pour parler football, le championnat national boucle la 12e journée de la Ligue 2 cet après-midi. Demba Diop FC reçoit Duc depuis 17h au stade Caroline Faye. Tout de suite, le journal de l'économie avec Rapsa Elimanouane. Bonjour et merci de suivre l'actualité économique sur Sen Radio. Lancement à Ndangan dans la commune de Fimela du projet Gestion des mangroves du Sénégal au Bénin. Un projet avec des activités génératrices de revenus pour les populations au niveau de la réserve de biosphère transfrontalière, le Grand Saloum, qui lie le Sénégal et la Gambie. Le directeur de programme à Wetlands International, Papa Mawad Wad, s'en explique au micro de Ngor Sarr. L'approche de ce projet, c'est plutôt une approche paysage transfrontalier. C'est ainsi qu'il y a 4 paysages qui ont été identifiés. Le premier qui nous concerne, c'est celui qu'on appelle le Grand Saloum, donc qui correspond un peu à la réserve biosphère transfrontalière Saloum-Niumi, entre le Sénégal et la Gambie, et pour lequel Wetlands International est chef de file. Wetlands International est chef de file d'un autre paysage qui s'appelle le Grand Mano, donc entre la Sierra Leone et le Libéria. Le troisième paysage, c'est entre la Guinée, la Basse-Casamance, Guinée, Bissau et Guinée. Et là, c'est les 5 deltas qui sont chefs de file. Et enfin, le 4e paysage entre Mono-Volta, Bénin, Ghana et Togo, où Hussein est chef de file. Donc, l'ensemble de ces 4 paysages donc, constitue un peu le projet. Donc, nous avons mis en place ce qu'on appelle la plateforme de concertation transfrontalière, qui regroupe aussi bien des acteurs gambiens que des acteurs sénégalais. Et donc, cette plateforme servira un peu de genre de comité d'orientation du paysage. Le Sénégal et la Gambie ont mis en place une plateforme frontalière pour assurer la gestion durable des écosystèmes de mangroves, ceci au bénéfice des populations locales
social, d'après le coordonnateur de cette plateforme, Didiak Faye. Le défi à relever par rapport à la mise en œuvre de ce projet, c'est justement de nous positionner à bien assurer cette coordination. Nous souhaitons vraiment, pour une synergie avec d'autres intervenants qui sont au niveau du Delta, prendre le rôle d'implémentation par rapport au projet. Je pense que les actions sont bien définies et nous souhaitons être la porte d'entrée de tout ce qui a été donc prévu en termes d'activité au niveau du Delta. C'est ça le rôle que devrait jouer la plateforme. Ce qui est intéressant, c'est que la partie gambienne est en train, donc avec toujours l'appui de Wetlands, de mettre en place une plateforme de manière identique avec ce qui se passe au Sénégal. Nous sommes en train de voir comment mettre une plateforme qui va jouer le même rôle dans la partie gambienne, mais en tenant compte du contexte et des réalités administratives dans le territoire gambien. Les propos du coordonnateur de la plateforme frontalière ont été recueillis par Ngor Sarr. Le journal de l'économie, c'est fini. Merci de nous avoir suivis.